Bonsoir à tous, vous êtes sur Monaco Info. Merci de finir le week-end avec nous. Et à la une ce dimanche, il y a d'abord une victoire pour Monaco, 2-1 face à Auxerre cet après-midi en 32e de finale de Coupe de France. Un match en partie bien maîtrisé par les hommes du Rocher qui se qualifient donc pour les 16e de finale. Eux n'ont certainement pas manqué ce match. Julien et Norbert Siri, l'historien attitré de l'AS Monaco, et son fils publient la 3e édition de Daguemounégout, la Bible du club de la Principauté. Le duo nous a accordé une interview. Au chapitre Noël, vous reste-t-il encore des cadeaux à acheter? Si vous êtes en panne d'idées de dernière minute, nous vous aiderons à y voir plus clair. Nos reporters sont allés faire le tour des commerces en ville, l'occasion aussi de découvrir les meilleures animations des quartiers. Notre série de reportages à suivre. Dans ce journal également, l'aventure vécue par une classe du collège FANB qui, à l'initiative de leur professeur de SVT, a élaboré un livre de recettes anti-gaspillage et s'est retrouvé nommé et récompensé aux Gourmand Awards en Arabie Saoudite. Une belle histoire à découvrir dans quelques minutes. Enfin, nous finirons en musique avec l'ultime concert de la voûte de l'année. Hier soir, c'est la trompette qui s'est emparée de l'esprit de Noël. C'est l'info de la journée, je le disais, l'AS Monaco FC vient de battre 2-1 le club d'Auxerre cet après-midi en 32e de finale de Coupe de France. Un match bien maîtrisé par les hommes de Sébastien Pocognoli, les 30 premières minutes, un peu plus difficile ensuite, mais l'ASM a finalement éliminé les Auxerrois sur leur terrain grâce à un doublé de Mika Virette. Monaco se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe de France. Le tirage au sort est attendu ce soir à 19h45. Nul doute que faisaient également partie des milliers de supporters monégasques qui étaient derrière leur téléviseur cet après-midi. Julien et Norbert Siri, le second est l'historien attitré de l'AS Monaco, auteur de nombreux ouvrages, dont celui du centenaire l'an dernier. Il revient avec la 3e édition de Daguemounégout aux éditions Style et Libéraux, une véritable encyclopédie qui retrace l'histoire du club de la Principauté et qu'il a écrit avec son fils Julien, donc il y a près de 30 ans. Les deux hommes étaient nos invités en début de semaine. Je vous propose de revivre cet entretien mené par Émilie Rousseau. Bonsoir messieurs. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Vous publiez une nouvelle édition de Daguemounégout, la dernière remontée à il y a 20 ans déjà. 2005 exactement, 2005 avec déjà Style Libéraux édition. Et effectivement, on s'est dit qu'après 20 ans et à l'occasion du centenaire qui s'est déroulé l'an dernier, on pouvait faire une mise à jour intéressante. Voilà. Donc c'est ce qui nous a motivés pour remettre à jour cette édition. C'est un véritable trésor d'informations, on peut le dire, c'est la Bible de l'AS Monaco. Comment on travaille sur un tel ouvrage ? Alors, comment on travaille déjà ? C'est un travail annuel, voire même hebdomadaire pour mon père qui met à jour toutes les archives après chaque match. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense qu'il faut quand même dire aussi que la toute première édition qui date de 98 et qui avait été faite à l'occasion des 50 ans de professionnalisme à Monaco, on avait réussi à récupérer les archives d'un journaliste de France Football, Jean-Jacques Vierne, qui donc, c'était à l'époque, j'étais étudiant en journaliste et j'avais fait un stage à la rédaction de France Football. Et donc il m'avait mis à disposition ces archives. Et de là, en fait, était née l'idée, entre ces archives-là et le fait que mon père, depuis déjà, je ne sais pas combien d'années, écrivait des articles et des chroniques pour la Gazette des supporters de l'AS Monaco. Voilà, moi, à un moment, je suis rentré, j'ai dit pourquoi on ne mettrait pas tout ça ensemble ? J'étais censé compléter avec des interviews. Et voilà, ça donnait le tout premier, la toute première édition. Oui, il n'y a pas seulement que des résultats et des statistiques, on y retrouve aussi de nombreux témoignages, messieurs. Oui, on a aussi beaucoup de témoignages, évidemment, comme j'avais eu la chance en 1975 de débuter comme prof de français au nouveau centre de formation de l'AS Monaco. Ça m'a permis de connaître des élèves qui sont devenus ensuite des grands footballeurs et avec lesquels j'ai conservé de bonnes attaches. Et donc il est facile d'obtenir leurs interviews en dehors des interviews de ceux des footballeurs vedettes qu'on a pu avoir, comme, et ça c'est Julien qui s'en est occupé, on a pu avoir Glenn Hoddle, on a pu avoir Arsène Wenger. C'est un ouvrage qui est fait par des passionnés, pour des passionnés, mais pas seulement. On le disait tout à l'heure, c'est une véritable Bible sur l'AS Monaco. Oui, normalement, vous avez absolument tous les résultats possibles et imaginables, les statistiques, là, et l'historique presque complet
Moi, je voudrais citer à cette occasion un autre supporter encore plus féru du club que nous. C'est un Hollandais, je ne sais pas pourquoi, avec les grands clubs hollandais qu'il y a, pourquoi il s'est amouraché de l'AS Monaco. Il s'agit de Rolf Jager, qui lui est un archiviste et même chercheur, puisqu'il va souvent d'Amsterdam à la Bibliothèque nationale de France pour chercher, fouiller dans les archives et trouver toujours des trésors d'informations. Je voulais donc le citer parce qu'il nous a aidés indirectement dans l'élaboration de cette encyclopédie. Norbert, Julien, ce qui est fascinant aussi et attendrissant à voir, c'est que cette encyclopédie, elle est réalisée en famille. C'est une histoire vraiment d'une passion qui ne s'éteint jamais. Ben oui, écoutez, moi j'ai toujours été passionné par l'AS Monaco depuis 1960, date de la première victoire en Coupe de France. Et puis après, comme on dit, ping-pong. Et donc j'ai fait de mon fils un autre supporter qui s'est intéressé également à l'histoire de l'AS Monaco et à son actualité notamment. Et c'est comme ça qu'est né cet ouvrage qui est effectivement une collaboration familiale, ce qui est peut-être rare dans l'histoire de la littérature sportive, mais en tout cas, nous, ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Voilà. C'est une belle histoire de transmission et finalement, c'est peut-être ce qu'on veut aussi avec ce livre, transmettre aux supporters et aux futurs supporters. Et ce livre, messieurs, vous le dédiez naturellement à une figure de l'AS Monaco, Jeannot Petit. Bien sûr, Jeannot est une légende de l'AS Monaco. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Jeannot Petit qui malheureusement nous a quittés. Il y a Jean-Luc Ettori, il y a Delionis, il y a Claude Puel. Donc il y a quelques légendes comme ça. Et Jeannot est malheureusement la légende qui nous a quittés l'an dernier, à l'occasion justement lors de l'année du centenaire. Donc je pense que c'était la moindre des choses que de lui dédier le livre. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir. On rappelle donc la sortie de la 3e édition de Daguet Mounégou, un cadeau incontournable pour tous les passionnés de l'AS Monaco, à retrouver en librairie et sur le site déjà disponible www.daguetmounégou.com. Merci Norbert, merci Julien Siri d'avoir été avec nous ce soir. Merci Émilie. À l'approche de Noël, les boutiques ne désemplissent pas. Entre les clients très organisés qui viennent compléter leur panier et ceux qui attendent la dernière minute pour chercher le cadeau parfait, si vous faites partie de ces derniers, Marie Bonnet-Blanc et Marie FB sont allées glaner pour vous quelques idées. Bonjour. À quelques jours de Noël, cette maman fait partie des retardataires. Il lui manque encore un cadeau pour une amie de sa fille. Le temps presse, il faut trouver vite et faire le bon choix. Un mascara en gloss ou... je vous Allez go. Bonjour. C'est pour faire le cadeau. Je vais vous faire un petit coffret d'exemple. Lui, c'est un petit truc à 3 produits où vous pouvez l'utiliser pour le blush, comme blush, ou à l'exemple, vous pouvez l'utiliser comme baume. Allez, go. Ou j'ai aussi lui, qui c'est juste un baume. Allez, les 3. Ça, c'est bon. Allez, je vais vous faire un petit coffret. Ouais, s'il vous plaît, merci. Quelques minutes suffisent, le cadeau est choisi, emballé, prêt à être offert. Pour Lala, cette fois c'est bon, la liste est bouclée à l'approche du jour J. Donc j'ai pris les bricoles d'adolescente. Juste avant, c'est des cadeaux un peu personnalisés pour mes amis aussi. On est au complet. Chacun a son organisation en ce qui concerne les cadeaux de Noël. Certains s'y prennent largement en avance, certains peaufinent quand d'autres fonctionnent en last minute. Chacun sa stratégie et ça chaque année. Ah oui, last minute pour mon fils avec les Carlo, très sympa. Reban pour le fiston, donc je suis venue avec lui pour être sûre du cadeau et pas me tromper dans la couleur, les lunettes, quoi, voilà. Là, les derniers, oui, c'est en last minute, ouais. On commence début décembre. Un mois avant, on n'y arrive pas. Pour les commerçants, c'est une période clé. Accueillir, conseiller, proposer les bonnes offres. Tout est fait pour séduire les clients jusqu'au dernier moment. Soit on peut utiliser des cartes cadeaux qui, alors la personne vient et choisit ce qu'elle a envie, ce qui lui plaît. Et on a aussi des cours de maquillage qui sont très prisés. On a aussi du conseil maquillage, des maquillages aussi. On fait du maquillage de 1 demi-heure ou de 1 heure avec les make-up artistes chez MAC. On a aussi des coffrets qui ont été faits cette année qui sont magnifiques avec des combos à des prix intéressants. Très organisé ou adepte du last minute, peu importe, l'essentiel c'est qu'à Noël, chacun trouve un cadeau sous le sapin.
Et si l'on trouve la magie de Noël chez les commerçants qui rivalisent de créativité pour vous émerveiller, on la retrouve aussi et surtout dans les rues de la Principauté, bien sûr. Entre illumination, animation et vitrines féeriques, Monaco se transforme en véritable décor de conte à ciel ouvert pour faire rêver petits et grands. Marie Bonnet-Blanc et Jean-Alexandre Dordet ont repéré les meilleurs spots. Regardez. Les rues brillent, résonnent et s'animent de jour comme de nuit. Cette année, pour les fêtes de fin d'année, la Principauté s'est parée de 1000 lumières et animations. En collaboration avec le gouvernement, l'Union des commerçants a souhaité transformer Monaco en un véritable décor de Noël. Au Larvoto, dans la partie supérieure, sur la place Anne-Marie Campora, il y a un chalet dans lequel les enfants vont pouvoir trouver le Père Noël, vont pouvoir poster la lettre du Père Noël. Il y a d'autres attractivités, il y a un trampoline, il y a plein de choses pour les enfants. Les gens aujourd'hui, grâce à cette déambulation, ils voient exactement ce qui se passe. Parce qu'avant, c'était le contraire. Ils devaient se rendre à un endroit où il y avait une animation. Non, aujourd'hui, on va vers eux. Par exemple, Monacoville, pareil, il ne faut pas oublier le quartier de Monacoville. Il y a de la sonorisation qui a été mise en place dans toutes les rues de la Principauté, justement pour donner une ambiance chaleureuse qui, j'espère, va vraiment être au rendez-vous pour tous les gens qui vont venir à Monaco. L'objectif est clair, faire rêver, mettre des étoiles dans les yeux des enfants, mais aussi dans ceux des plus grands, rendre la Principauté toujours plus attractive et offrir aux visiteurs un souvenir inoubliable de leur passage à Monaco. C'est en tout cas l'ambition portée par le gouvernement. Déjà, on a nos clients captifs, les résidents et les monégasques, mais surtout Monaco a cette image d'excellence, de différenciation, je dirais, sur la qualité de l'offre. Et dans l'offre, c'est l'offre globale, il n'y a pas que la qualité des commerces, l'accueil des commerçants, c'est tout ce qui va autour, c'est l'ambiance qu'on est capable de créer pour, je dirais, insuffler l'esprit de Noël en Principauté. Une magie de Noël qui opère chaque année et qui reste un moment particulièrement attendu, notamment par les plus petits qui l'espèrent et la préparent tout au long de l'année. J'ai fait des clochettes parce que pour moi, Noël, ça signifie être en famille, partager un bon moment entre familles et avoir de la générosité entre les autres. C'est d'avoir des cadeaux, c'est de manger avec la famille. Ces nombreuses animations bénéficient également aux commerçants dans une période déjà stratégique pour l'activité. Ils constatent une hausse notable de la fréquentation dans les rues et les boutiques. Quand on est commerçant dans cette rue, on est très content parce qu'on ressent vraiment la magie de Noël. Il y a les décorations dans la rue qui sont beaucoup plus présentes. Nous avons des animations comme les gospels, c'était vraiment très 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 sympa pour tout le quartier de la Condamine et partout dans Monaco. On a eu les lutins, on a eu les magiciens, le Père Noël. Donc c'est vraiment, ça représente vraiment la magie de Noël et c'est important pour nous. Donc on est vraiment contents. Les animations se poursuivent jusqu'au 3 janvier. Le programme détaillé est à retrouver sur le site Mon Service Public de Monaco. Et dans le programme des animations, justement, je vous propose maintenant de découvrir un atelier glaçage. Sarah Incari et Massimo Piantoni ont rejoint les petits biscuitiers en herbe cet après-midi au village de Noël. Attention, ça risque de vous donner faim. En plein cœur du village de Noël, Alice a transformé le chalet animation en fabrique à biscuits. La biscuitière a enfilé son tablier, installé le matériel, déposé les gâteaux cuits préalablement et peut enfin accueillir les enfants. Et on va frotter ses mains. Vas-y, attends, j'y vais. Après s'être nettoyé les mains, les 8 petits chefs prennent place autour de la table et écoutent attentivement les consignes. Vous avez vu là, mon petit pic, il est tout cracra. Donc je vais l'essuyer avec mon petit bout de papier qu'on a devant. Et là, je reprends. Je me remets dans le centre de mon point rouge et je tire vers le haut. Place maintenant à la pratique. Je fais une boule et là, je fais les traits. Est-ce que c'est difficile à faire ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai juste à faire le contour en suivant. Et après, j'ai juste à faire comme si je coloriais tout à l'intérieur. Geste assuré, les participants se familiarisent sans difficulté avec la poche à douille, de quoi impressionner la professionnelle. Ils apprennent vite ? Oui, très vite. Très vite, plus vite que les adultes qu'on a en formation. Là, on leur a appris à faire vraiment du glaçage simple, donc vraiment en 2D, en donnant un peu des différents aspects, en faisant des zigzags, en faisant des petites étoiles, en s'amusant vraiment avec le glaçage. Et les parents, jamais bien loin, l'assurent, ils testeront la recette à la maison. On va la garder, on va le faire peut-être tous les ans comme petite tradition de Noël. 30 minutes se sont écoulées, les mini-pâtissiers repartent avec leur petite douceur à déguster rapidement ou pas. Non, je vais pas le manger, oui.
Pourquoi il y en a un que tu vas pas manger? Lui, je vais l'accrocher au sapin. Voilà, prochains ateliers au même endroit demain, lundi 22 décembre, entre 14h et 18h. Écoutez maintenant la belle aventure d'une classe du collège FANB. L'an passé, des élèves de l'établissement se sont vus proposer par leur professeur de SVT de se lancer dans l'élaboration d'un livre de recettes anti-gaspillage, un travail de longue haleine qui vient d'être couronné lors de la cérémonie des Gourmand Awards 2025 à Riyad, en Arabie Saoudite. Le récit de Patricia Navarro sur les images d'Arnaud Imbert. J'ai proposé 2 recettes. Donc la première, c'était des cookies aux épluchures de carottes. Et la seconde, c'était un amuse-bouche avec des queues de haricots verts. Moi, j'ai proposé les chips d'épluchures de pommes de terre et de légumes. Des pots de pastèques confites. Ils sont collégiens, créatifs et désormais primés à l'international. Ces élèves du collège FANB viennent de recevoir l'un des plus prestigieux prix du monde culinaire, le Gourmand World Cookbook Award, une récompense pour un projet aussi gourmand qu'engagé, la création d'un livre de recettes anti-gaspillage, imaginé et réalisé par les élèves sous le regard bienveillant de leur professeur de SVT et avec l'aide précieuse du chef étoilé Marcel Ravin. Chaque élève a apporté sa pierre à l'édifice, chacun avec sa propre recette. On nous a demandé de réaliser des plats, mais sans gaspiller et sans jeter de la nourriture. Donc utiliser tout ce qu'on pouvait sans rien jeter à la poubelle. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce qui serait le plus anti-gaspi et le plus original, parce que à peu près tout le monde mange de la viande et des légumes. Alors, s'il y a des restes, ce serait bien de les utiliser. Alors, j'ai proposé un bouillon d'os qui reprend la carcasse de poulet et les fans de légumes. Et voilà. Un projet pédagogique ambitieux sur plusieurs mois, suivi de près par l'équipe éducative, a commencé par Franck Fantino, le directeur d'FANB, qui a accompagné les élèves à chaque étape jusqu'à Riyad, où il s'est rendu pour recevoir le prix. C'est vraiment exceptionnel de pouvoir rentrer avec cette récompense. En fait, à l'origine, c'est vraiment un projet d'une enseignante, Madame Mestini, de 6e, qui s'est lancée dans juste la semaine européenne pour la réduction des déchets et qui a proposé à ses élèves de faire des recettes anti-gaspillage. C'est important pour nous que les professeurs proposent des projets qui les réunissent. Et c'est vrai que sur ce projet-là, on l'a vu, ils comparaient leurs recettes, ils s'étonnaient des recettes des uns des autres. Et puis, quand derrière, on a eu l'arrivée du chef Marcel Ravin, qui est aussi à l'origine de l'ampleur de ce projet, et qu'on remercie chaque jour pour son implication. Mais ils se sont aussi retrouvés, qu'est-ce qu'il t'a dit toi le chef, et qu'est-ce qu'il a rajouté, et puis voilà, ça a vraiment ajouté un esprit de groupe. Confiance en soi, travail d'équipe, créativité, conscience écologique, tous les élèves ayant participé ont beaucoup appris au cours de cette aventure. Je n'imaginais pas qu'on aurait, depuis une petite recette, arrivé à un prix à Riyad. J'ai trouvé ça très enrichissant pour tout le monde, car même les personnes qui, par exemple, ne cuisinaient pas beaucoup, en l'occurrence moi, je me suis vraiment mis à chercher des recettes, à cuisiner, à trouver vraiment un moyen pour remplir cette mission. Est-ce que ce type de projet, ça resserre les liens ? Je pense que oui, parce qu'on essaie tous de partager nos recettes et de s'aider entre nous pour découvrir ce qu'on pense les autres de nos recettes et de ce qu'on aime bien manger. Avec des idées, de l'engagement et beaucoup de passion, ces élèves du collège FANB ont prouvé que même les plus jeunes pouvaient faire bouger les lignes et que lutter contre le gaspillage peut parfois mener jusqu'aux plus grandes récompenses. Très beau travail, bravo à eux. L'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, a organisé cette semaine une conférence au Théâtre des Variétés avec pour thème l'art de se montrer, le costume comme langage du portrait. Un sujet, vous l'aurez compris, assez équivoque, développé sur place par un spécialiste, l'historien Serge Lega. Toutes les explications de Fabien Bonilla sur les images de Camille Caloni. C'était la 3e des 4 conférences prévues par l'association monégasque pour la connaissance des arts, l'AMCA. Cette année, la thématique générale tournait autour de la mode, utile ou futile, et cette conférence avait pour thème l'art de se montrer, le costume comme langage du portrait. Et pour en parler, l'historien de l'art, Serge Lega. Cette rencontre portait sur la manière dont vêtements, accessoires et codes vestimentaires participent à la construction du portrait dans l'histoire de l'art.
Ce soir, je vais parler du portrait et du costume. Le costume qui est évidemment un marqueur social et de voir un petit peu comment justement le costume va montrer aussi l'évolution de la société, comment par exemple les hommes s'habillaient en rouge jusqu'au XVIe siècle et à partir de la Réforme, eh bien, même les princes catholiques vont suivre l'austérité lancée par les protestants et vont abandonner le rouge pour le noir ou à la limite pour le bleu, ce qui explique aussi par exemple pourquoi on habillera les petits garçons en bleu et les petites filles en rose. Par exemple aussi, je vais essayer de montrer comment arrivent certaines modes et comment certaines femmes peuvent lancer la mode. Par exemple, la mode des décolletés vertigineux, eh bien, c'est la première favorite royale, Agnès Sorel, qui était la maîtresse de Charles VII et qui fut la première maîtresse officielle que les rois de France ont connue. Eh bien, c'est elle qui lance cette mode extravagante, des grands décolletés, des traînes qui feront 8 mètres de long, l'idée de s'épiler les sourcils, de s'épiler le front. C'est-à-dire qu'on a vraiment avec Agnès Sorel, et c'est aussi assez intéressant, ce que de nos jours on appellerait une influenceuse. Une multitude d'anecdotes passionnantes. Après cette soirée, la dernière conférence de ce cycle consacré à la mode, le 12 janvier, toujours au Théâtre des Variétés, la thématique, l'art du costume de scène. Allez, de la musique pour finir en beauté. Le public était une nouvelle fois au rendez-vous hier soir à l'église réformée pour le dernier concert de la voûte de l'année. Concert sous le signe de Noël, bien sûr, qui a mis à l'honneur la trompette. Un moment magistral auquel ont assisté Sarah Nkari et Arnaud Imbert. Noël a du souffle à l'église réformée. Pour l'ultime représentation de l'année, la pianiste Catherine Nikitine et le violoniste David Lefebvre ont accueilli dans ce qui est devenu leur seconde maison le talentueux Mathias Persson. Pour l'ouverture, le trompettiste solo de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a choisi Trompette Voluntari d'Henri Purcell, un morceau ancré dans le cœur des Monégasques. Je l'ai interprété pour les 700 ans de la principauté de Monaco. C'était en 1997, il me semble, pour la rentrée de le prince Régnier. Donc, quand il est rentré dans la cathédrale, on a joué ça avec accompagnement orgue, comme ça sera joué ce soir. Une œuvre suivie d'un concerto de violon et trompette de Telemann, d'un concerto de Johann Nepomuk Hummel et enfin d'un concerto d'Aaro Tounian. Un programme qui a attiré un large public dans l'intimité de l'église réformée où le duo fondateur des concerts de la voûte expérimente depuis 1 an une nouvelle approche du concert classique plus accessible. C'est la fin de notre première année, on va dire, civile des concerts de la voûte, puisque nous avons débuté en janvier 2025. Donc c'est un double événement, si je puis dire. Fêter cette première année de concerts. Ces concerts ont vu se développer d'une très jolie manière, d'une très jolie façon, avec un public de plus en plus nombreux. Mais aussi, c'est pour nous un concert de Noël. C'est très important pour nous de souligner ce moment de l'année. On a besoin d'amour, on a besoin de réconfort et je pense, et nous pensons que la musique est parfaite pour cet événement. La musique, vecteur de magie, d'émotion et d'évasion. Prochain rendez-vous le 17 janvier pour un voyage au pays du soleil levant. Magnifique. Et c'est sur cette note que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, Marie Bonnet-Blanc pour les prévisions météo du début de semaine. Demain, vous retrouverez Christophe Paco pour un nouveau JT. Je vous laisse sur la suite de notre rétrospective des meilleures photos de l'année capturées par nos photographes. Ce soir, ce sont celles du mois de mars 2025. Passez de joyeuses fêtes de Noël, belle semaine à Monaco et je vous dis à vendredi prochain.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Ce début de semaine sera sous la grisaille et quelques averses. Demain, côté température, il fera 11 degrés demain matin et jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi. Nous souhaiterons une très belle fête à tous les Xavier et ce sera la journée mondiale des mathématiques, l'occasion de promouvoir cet apprentissage. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.